Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Benayoun, cofondateur de Training Academy. Leur mission est simple et inspirante, révolutionner le monde de la kinésithérapie. Un gros challenge en perspective. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas. Sa vision du métier de kinésithérapeute. Comment démarrer de zéro un nouveau business. Comment devenir le numéro 1 sur un marché hyper concurrentiel. Comment sortir des sentiers battus pour se différencier et exister. Comment développer un compte Instagram avec plus de 40 000 followers. Comment créer du contenu tous les jours depuis 3 ans non-stop. Comment créer des offres transformationnelles et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Thomas Benayoun. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Benayoun. Bonjour Thomas. Salut Andy, merci de m'avoir invité déjà et merci aux auditeurs de venir nous écouter aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Comme je te disais en off, il y a eu plusieurs invités. J'ai eu aussi des connaissances qui m'ont dit que ce serait bien de vous avoir sur le podcast. Donc, c'est fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Thomas, comme tu as dit, je suis kinésithérapeute à la base et je suis aussi préparateur physique à côté. Et je suis le co-gérant avec Simon qui est juste à l'étage en dessous, là, en train de travailler de la société Training Therapy, qui est une société d'accompagnement pour des personnes qui sont blessées, qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en ce qui concerne les kinés à côté de chez eux et qui du coup cherchent des accompagnements à distance pour les aider à aller mieux. Et on est aussi formateur pour les kinés et les coachs pour leur donner des compétences que nous on a acquis au fil des années. Et voilà, on a une double casquette de travail aujourd'hui qui est axée là-dessus sur Training Therapy, qui est une société qui commence à grossir et tant mieux. Donc, Excellent. Vous avez démarré depuis combien de temps du coup? C'est une question, je ne sais jamais répondre parce que quand Simon il va écouter, il va m'engueuler parce que je vais dire une mauvaise date, je pense, mais officiellement, il me semble que c'est 2019, un truc comme ça. Ok. Et du coup, avant, tu faisais quoi? Comment tu t'es lancé du coup Est-ce que tu as commencé par la voie, on va dire, kinésithérapie ou la voie, la voie personal training? Alors, en gros, moi j'ai commencé, je fais du sport depuis que je suis tout petit et j'ai commencé la musculation pour la prépa physique pour les sports de combat à 14 ans. Ouais. Et ça m'a tout de suite passionné. Vraiment, les poids et haltères m'ont rapidement passionné. Et je faisais petit à petit, en prenant de l'expérience, je commençais à faire des petits programmes pour des gens de ma salle et tout. Gratuitement, évidemment, comme tout le monde au départ. Et ça a toujours été dans un coin de ma tête de me dire, ouais, un jour, j'aimerais bien avoir une salle ou être coach, etc. Mais à l'époque, je ne me suis pas trop renseigné sur le métier et de ce que je voyais en salle, c'était pas assez rémunérateur pour moi. Alors, je me trompais sur moi parce qu'au final, c'est un métier sur lequel voilà, tu peux bâtir quelque chose de très intéressant en termes financiers. Et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de faire kiné parce que j'aurais aussi ce côté médical, etc., qui serait intéressant. Donc, j'ai fait des études de kiné. Et quand j'ai eu mon diplôme de kiné, j'ai bossé kiné classique, cabinet libéral. On a créé notre cabinet aussi avec Simon. Nos cabinets, on a plusieurs cabinets aujourd'hui. Et petit à petit, voilà, on s'est rendu compte que le fonctionnement actuel de la kinésithérapie ne nous plaisait pas forcément, dans le sens où les séances sont remboursées à un tarif fixe. Il n'y a pas de mise en valeur de ceux qui travaillent bien par rapport à ceux qui ne travaillent pas bien. Donc, il n'y a pas vraiment de méritocratie, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on a décidé de lancer un service qui est totalement commercial, donc qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale à côté, avec voilà, de la grosse qualité. C'est ce qui nous importe, nous, pour nos clients. Et on a lancé ça, je te dis, en 2019 officiellement, la création de la société. Avant, c'était un petit peu voilà, en tâtonnant sur nos sociétés d'exercice de kiné, mais en vrai, l'idée, elle était là directement quand on a eu notre diplôme de kiné en 2016, en vrai. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à dire une date, parce que ça a toujours été un truc qui trottait au fond de notre tête. Et voilà, quoi. Et ta rencontre avec Simon, ça s'est À l'école de kiné. Comment?
Premier jour à l'école de kiné, enfin première soirée à l'école de kiné. Ok, ok. Donc le feeling est tout de suite passé? Ouais, direct, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça aujourd'hui on est vraiment une paire. Ça fonctionnerait pas l'un sans l'autre. Il y aurait pas de training thérapie n'existerait pas. On le voit moins sur les réseaux parce que c'est moi qui m'occupe de ça. Chacun a ses directives, on va dire, et ses axes de travail. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Lui on le voit un petit peu moins, mais voilà, il travaille tout autant que moi, hein. C'est la même chose. Et comment on en vient parce que ça doit être assez rare de voir des. Alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas, mais de voir des kinés justement qui sortent on va dire, Bah, du ça cursus. n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Ça Ok, bah n'existe voilà. pas. Il y a nous et il y a Fred. Je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux. Frédéric Cossé, un kiné, Oui. Real Physio. Ouais. Mhm. Il y a nous et il y a Fred et c'est tout. Personne n'a eu les coronets, on va dire, de sortir du cadre. Tout le monde s'en plaint aujourd'hui, mais personne n'ose sortir du cadre. Enfin, sortir du cadre. C'est pas sortir du cadre, hein, c'est juste faire les choses différemment. Parce que ça reste totalement légal et il y a pas de souci, hein. C'est pas hors la loi, on n'est pas des truands. Comment j'explique que personne ne le fasse? Parce que c'est quelque chose que les gens en fait, les gens ne savent pas qu'on peut le faire. Mais je pense que nous, on va montrer la voie et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont le faire. Voilà, on est un peu pionnier dans le domaine, tant mieux. La grosse différence avec Fred, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'actuellement, moi, je ne travaille plus au cabinet du tout. Fred, lui, il continue. Donc, ça lui demande voilà, une rigueur d'organisation qui est juste monstrueuse et un emploi du temps, on se connaît bien, on parle pas mal à côté, qui est vraiment millimétré. Nous, c'est plus simple aujourd'hui dans le sens où training thérapie, c'est notre activité principale. Le reste, c'est annexe et voilà, on peut se focaliser à 100% là-dessus. C'est pour ça que bah, déjà, on est deux, donc ça libère un peu de temps. Et puis, on a une bonne équipe de gars qui travaillent avec nous, donc on n'est pas tout seul au final. Et Mhm. pourquoi bah, je sais, pourquoi les gens ne le font pas, je ne sais pas. C'est parce qu'on leur a pas montré la voie, à mon avis, tout simplement. Est-ce que du coup, ça a été quoi le cheminement dans votre tête? Vous aviez ce côté entrepreneur, ce côté entrepreneuriat avant de démarrer l'école de kiné? Je vais te parler pour moi. Oui. Alors, j'aime pas trop ce terme. C'est pas que j'aime pas ce terme, mais aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, moi, je suis entrepreneur, je fais ci, je fais ça. C'est juste un état d'esprit de créer des choses, au final, pour moi, et d'essayer de tenter de nouvelles choses qui vont te rémunérer, au final, parce que c'est pas ça qui est important, mais c'est quand même le nerf de la guerre, au final. Donc, je vais te Mhm. dire que pour moi, oui, parce que depuis tout petit, j'ai toujours essayé de faire de l'argent par un moyen ou par un autre. Ok. Des trucs complètement improbables. Je te prends un exemple, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé dans un podcast, mais je faisais des tags sur des sacs quand on était au collège ou au lycée, et je me faisais rémunérer pour ça, parce que je dessine pas trop mal. Tu vois, ce genre de truc. Donc, j'ai toujours essayé de créer un truc annexe. Et si j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé la musculation, c'était un peu le départ, le balbutiement du CrossFit. À l'époque, ça devait être en 2000, que je te dise pas de bêtises, 2010 peut-être, si mes souvenirs sont bons. J'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Euh, à ça, on monte, ça va être incroyable et tout ce sport. Je trouve ça trop stylé. Viens, on monte un truc. Et j'avais 16 ans, tu vois. Mhm. Et au final, on avait visité des locaux. On n'est pas pu avec les propriétaires parce qu'ils nous disaient que ça allait faire trop de bruit. Et on avait laissé tomber le truc parce qu'en vrai, on n'y connaissait rien. Puis on n'avait pas d'argent surtout. Mais voilà, ça a toujours été un coin de notre tête. Et moi, j'aime pas être un mouton, en fait. J'aime pas qu'on m'impose des trucs. J'aime bien tester. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et si ça marche, tant mieux. Mais la plupart du temps, en vrai, quand tu te lances et que tu es persuadé de ton truc et passionné, ça marche. Donc, si c'est ça être entrepreneur, ouais, je pense que j'avais déjà ça avant. Ok. Et ça a été quoi le point de bascule du coup entre votre cabinet de kinésithérapie et du coup la création de votre nouvelle structure? Le, le point de bascule, je sais pas, parce que ça, comme je te disais, il n'y a pas eu vraiment de switch où d'un coup on s'est dit, OK, moi, le cabinet, c'est trop, il faut faire autre chose. Ça s'est fait en parallèle à côté. Et en fait, il y a un truc qui a accéléré les choses. Euh, dans le sens où nous, les kinés, on n'avait plus. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas le droit, c'est que c'était pas clair sur le fait qu'on ait le droit de travailler ou pas. Il n'y avait pas le vaccin, il n'y avait pas tout ça, donc c'était pas super clair. Au final, les kinés ne travaillaient pas. On faisait un peu de consultation en visio, etc., mais c'était pas super clair. Et nous, on s'est dit, mais les gens, en fait, qui sont blessés,
Bien que ce soit le confinement et tout, ils sont chez eux, ils essaient de s'entraîner chez eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et on a commencé vraiment à mettre l'accent sur le à distance. Avant, on faisait du présentiel. Et le gros accélérateur, ça a été cette période parce que moi, être chez moi pendant 3 mois de suite sans travailler, c'est juste insupportable pour moi. Je sais pas si tu m'entends bien, il me dit que ma connexion est instable. Ouais, ça coupe un peu. Ça coupe un petit peu. Attends, je vais couper ma vidéo, on sera mieux. Donc, je te disais, ouais, être chez moi pendant 3 mois, ne pas travailler, c'était pas possible. Du coup, je me suis pas mal formé sur l'utilisation des réseaux, un petit peu le marketing, etc. Et du coup, ça s'est accéléré à ce moment-là. Si je devais donner un switch, ce serait cette période-là, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le business model de training thérapie? Le business model, il est multiple dans le sens où tout à l'heure, je te disais à la base, notre produit phare, hein, c'est du service pour suivre des personnes qui sont blessées, qui ont besoin de se remettre en charge à distance. Ouais. Donc pour ça, voilà, on a un suivi personnalisé ou comme un coaching à distance, on fait un bilan en visio, ensuite on met en place un programme de réhab, etc. On échange tous les jours pour être au plus proche de la personne et l'aider vraiment à progresser comme il le faut. Ça, c'est notre service initial. Sauf que ça, tu t'en doutes, c'est extrêmement chronophage. Du coup, on ne peut pas non plus avoir 1 milliard de clients, c'est pas possible. Mhm. Du coup, on s'est limité à 30, 40 clients par personne pour Simon et moi. Et ensuite, on sous-traite à des collègues qu'on a formés. Donc, merci les gars, d'ailleurs, si vous écoutez le podcast, merci de votre travail, qui peuvent répondre à la demande actuellement. Alors là, c'est full en ce moment, donc on ne peut pas prendre de nouvelles personnes, mais c'est le service principal. À côté de ça, on vend des programmes qui sont un petit peu moins onéreux, qui sont déjà tout faits, donc qui ne sont pas personnalisés, mais qui sont Mhm. extrêmement efficaces déjà pour les pratiquants de CrossFit, les pratiquants de musculation qui ont des douleurs aux épaules, aux genoux ou au dos. Qui les aident vraiment, donc un petit peu moins onéreux, pas personnalisés, mais vraiment des choses hyper interactives sous forme PDF, mais très, très interactives qu'on a mis du temps à mettre en place. Et les pros, équipe coach, mais formation en e-learning et en présentiel, beaucoup en présentiel parce on aime beaucoup voilà, échanger avec nos confrères. Et le business model, il tourne dessus. En fait, il y a 3 axes principaux, enfin 2 axes principaux, un côté plus coaching suivi de la personne et un côté plus formation pro. Et voilà, hein, c'est un travail à temps plein qui nécessite X heures de travail. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre votre mode de vie de cabinet de kinésithérapie et puis aujourd'hui avec votre nouveau business? La liberté, enfin la liberté. J'allais dire la liberté temporelle et de lieu de travail, je peux travailler quand je mais comme je veux. Si je veux m'entraîner 2 fois, je m'entraîne 2 fois. Si je veux tondre entre 10h et 10h30, mais en fait, quand tu crées des choses comme ça, les gens pensent tout de suite, ouais, c'est super, c'est la liberté, tu fous rien, tu peux travailler 2 heures par jour. Et puis, c'est une liberté relative. Il y a un petit peu de contraintes, mais tu as quand même des contraintes. Sinon, ton business n'avance pas. Et un business qui stagne, pour moi, c'est un business qui se perd. Donc à ce niveau-là, je vais te dire que ça a changé dans le sens où j'ai plus de choix, mais je travaille pas moins, je travaille plus peut-être. Enfin, c'est Mhm. même sûr, je travaille plus. C'est un Ok. choix, hein. C'est un choix. Et, euh, et du coup, quand vous avez démarré ce nouveau service, parce que l'un des problématiques quand on commence à faire du coach, enfin, tout ce qui est coaching, accompagnement online, c'est la création d'une communauté. Comment vous y êtes pris du coup pour trouver vos premiers clients? Bah, la plupart, ça s'est fait sur Instagram. C'est notre canal d'acquisition principal, là où on Ouais. communique le plus, parce que c'est celui avec lequel on est le plus à l'aise et qui est le plus voilà, utilisé par les gens qui peuvent se payer nos services, donc les personnes entre 20 et 40 ans, quoi. Alors, je ne dis pas que ceux qui ont plus de 40 ans, ils ne peuvent pas se payer nos services, mais on a moins de demandes parce que c'est pas vraiment notre cible. Aujourd'hui, il y a TikTok qui se développe, donc si c'était à refaire, je le ferais sur TikTok. Mais en gros, on a créé une communauté sur Insta en faisant des posts réguliers. Ça fait 3 ans que je publie tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas publié. Euh, Obligatoire, c'est quelque chose que je me suis forcé et c'est comme ça, c'est une routine. En faisant des posts qui sont vraiment réfléchis pour cibler telle ou telle personne. Tu vois, par exemple, vu qu'on a 3 axes de travail, des fois, je vais plus avoir des posts qui tournent autour du suivi perso Mhm. pour cibler, par exemple, les crossfitters qui ont des douleurs et qui ont besoin de s'en sortir.
Des fois, je vais plus avoir des postes un peu plus généralistes qui vont être orientés vers les programmes déjà faits, non personnalisés. Et des fois, il y aura des postes plus à destination d'éduquer les kinés pour qu'ils viennent se former avec nous. Donc, tout est réfléchi. Ça, c'est récent, hein. Ça fait peut-être 1 an que je réfléchis comme ça. Au début, c'était pas comme ça. Au début, je publiais pour publier. Tu vois, c'était pas réfléchi, je m'étais pas renseigné là-dessus. Et forcément, ça marchait moins bien. Ça marche mieux quand tu es spécifique aux besoins de ta communauté. Mais en gros, on l'oriente euh, pour, euh, euh, pour avoir des clients qui sont intéressés par nos services, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui, en un, déjà, si demain je devais créer j'arrive sur le marché du coaching, je veux lancer mon compte Insta, quels sont selon toi, les points importants à respecter pour que ça fonctionne, ou en tout cas essayer de mettre en place des choses pour que ça fonctionne? Alors pour moi, première chose, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne. Quelque chose qui te passionne que tu peux monétiser. Si tu n'es pas passionné par les services que tu proposes, ça ne va pas durer sur le long terme, tu ne vas pas t'épanouir dedans. Et d'un point de vue développement humain, personnel, ça ne sert à rien. C'est faire du dropshipping, par exemple, revendre des bracelets avec des pierres juste pour se faire de l'oseille. Ok, super, ça peut être cool pendant 1 an, mais au final, toute ta vie, c'est sûr que tu ne vas pas t'épanouir là-dedans. Et à part ramasser de l'oseille, ça ne va pas t'apporter grand-chose parce que l'aventure, elle est avant tout humaine pour moi. C'est très important pour que les gens se trouvent et soient heureux dans ce qu'ils fassent. Donc déjà, trouver quelque chose qui te passionne et que tu peux monétiser. Ensuite, vraiment essayer de trouver, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais ton client idéal, euh, donc créer un avatar de client, qui c'est qui a besoin de tes services? Un mec de 25 ans qui fait du curling, qui a mal aux petits doigts, j'en sais rien, il faut que ce soit super précis et du coup, tu vas orienter tout ton contenu et toute ta communication autour de cette personne pour se dire comment je vais faire pour intéresser cette personne-là. Une fois que tu as ces 2 axes de travail, le reste, c'est que du travail du coup et de l'abnégation pour prendre le temps que la mayonnaise prenne. Mais forcément, ça prendra. Il n'y a pas de niche trop petite. Euh, Clairement, ça, j'y crois pas. Il y a des niches partout. Il n'y a pas de niche trop petite. On peut trouver plein de choses. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez coacher les gars qui font des maquettes en allumettes. Si vraiment c'est votre passion et que vous arrivez à les trouver, ces mecs-là, vous pouvez le faire, quoi. Mhm. Et la Je régularité ne sais aussi. pas ce que tu en penses, hein, mais ouais, la régularité, ouais, l'abnégation là-dessus. Ouais. Oui, oui. C'est la difficulté en fait quand on se lance dans le coaching, l'accompagnement ou autre, c'est effectivement de se dire, et c'est la première objection, c'est si je commence à cibler, je vais m'écarter en fait d'une grande majorité des gens. Et en fait, c'est là le secret du truc, c'est que plus tu vas être spécifique, forcément, plus tu vas t'adresser à des personnes qui sont intéressées par ton expertise. Et c'est là où tu commences à construire du coup une communauté, quoi. Ah bah, c'est clair. Et en fait, ceux qui ont des énormes communautés et qui s'adressent à tout le monde, à la base, ils étaient un peu nichés. Et petit à petit, ils s'ouvrent à plus de personnes. Ou alors, on ne va pas se mentir, moi, je ne crois pas trop à la chance, etc. Mais il y a certaines personnes qui ont des communautés énormes parce qu'ils étaient là au bon moment. Et voilà, c'est le jeu, hein. Il y a des trucs comme ça qui arrivent. Tant mieux pour eux. Mais la plupart du temps, c'est quand même qu'au départ, ils étaient ciblés. Et après, ça s'est développé petit à petit et ils sont ouverts au reste. Mais on peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Du moins, Comment, pas dès le départ. je vois que vous créez beaucoup de contenu parce que vous avez aussi vous avez un podcast, vous avez pas mal de choses. Euh, comment on fait aujourd'hui pour créer du contenu et être régulier? Parce que je pense aussi que c'est la fréquence. Tu vois, il y a certains coachs qui me disent, ah ouais, mais moi, ça fait je viens de publier, là, ça fait 20 jours ou 35 jours que je viens de publier. Ça décolle pas ou autre. Je leur dis, voilà, la création de contenu, pour moi, c'est un des outils marketing les plus puissants. Néanmoins, ça se fait pas en 30 jours. Tu l'as bien dit, ça fait 3 ans que tu publies tous les jours ton post Instagram. Euh, c'est quoi le mindset à avoir pour créer du contenu dans la durée? C'est un mindset de sportif, de travailleur. C'est juste de travailler pour ta passion. En fait, tu vois, moi, ça me fait plaisir de créer le contenu. Alors, il y a peut-être des jours où ça va me saouler. Enfin, en vrai, je te dis ça, mais non, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est un sujet qui me passionne à chaque fois. Donc, faut le faire. Ce qui doit être fait doit être fait. Pour moi, c'est une doctrine qui est très importante.
Faut juste avoir de la rigueur, comme quand tu vas t'entraîner, comme quand tu vas travailler. Et c'est la même chose. C'est pas parce que tu travailles pour toi et que tu es plus libre que tu peux te permettre de pas être rigoureux. Je te donne un exemple. On s'est lancé sur YouTube il n'y a pas très longtemps, début de l'été, donc en juin. Aujourd'hui, on a 3000 abonnés. Je trouve ça ridicule. Je publie 2 fois par semaine. Je tourne les vidéos et c'est pénible à tourner. On va pas se mentir parce que ça prend du temps. Le montage, c'est plus chiant que faire un petit réel Instagram. On prend peut-être allez, 15-20 abonnés par semaine, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je lâcherai pas Mhm. l'affaire. Et peut-être que dans 3 ans, je me dirais, bah, ça a payé de le faire ou pas. Ça se trouve, ça va pas marcher. Mais voilà, c'est comme tout, hein. Il faut avancer. Là, en ce moment, on est sur TikTok aussi. Ça a fait 1 an. Ça ne marche pas du tout. Mais pareil, je lâche pas l'affaire. Je publie. Je pense que le contenu est trop intelligent pour la plateforme. Il va falloir que je, que je baisse la rigueur que je mets dedans. Mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais, il faut craquer. Après, ça peut être un ou deux contenus qui peuvent justement exploser et te faire exploser Ouais, il y en a. sur Non, TikTok, on, là. on- on a eu des contenus viraux sur TikTok. Ouais. Mais c'est des trucs que j'ai testés pour voir si vraiment. Tu vois, il y en a un où je dis pourquoi Thibaut InShape est un bout de bois. Ça commence par ça, parce qu'on le voit faire du snatch et il est très très mobile, Thibaut. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et ça commence par ça. Du coup, je parle de quelqu'un de connu. C'est à moitié une attaque, alors qu'au final, c'est pas du tout une attaque, parce que dans le déroulé de la vidéo, ça explique comment il aurait pu améliorer tel ou tel point. De fou. Des trucs, ça me gonfle. Mais on Attends. connaît les codes hein, pour craquer le TikTok. Ouais. Et je reviens sur Insta, le fait que tu aies publié 3 ans de contenu, quels sont les petits hacks de productivité que tu pourrais partager du coup? Parce que je pense que tu prends beaucoup Ouais, moins de temps carrément. maintenant. Ouais, je suis très rapide. Je suis très rapide. Et alors, à partir de maintenant, là, tu vois, ça fait 1 mois où je commence à recycler des trucs que j'ai faits et je change un petit peu la forme, etc. Mais le contenu, il est déjà fait. Du coup, c'est avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, c'est archi facile. Mais je peux me le permettre maintenant parce que j'ai tellement de contenu que si je reposte un truc que j'ai mis il y a 1 an, personne ne Oui. s'en rappellera. Et je peux changer 2, 3 trucs sur lesquels moi j'ai évolué ou ma façon de penser a changé. Et voilà, le post, il aura encore plus de portée. Donc, petit hack, tout faire d'un coup. Enfin, tout faire d'un coup. Tu fais combien de publications? Genre, tu fais un mois de contenu ou comment tu J'ai toujours t'organises? un mois d'avance. Moi, j'ai tout le temps un mois d'avance. Tout Ok. le temps. Parce que pour moi, c'est insupportable d'avoir la pression de se dire, oh là là, demain, j'ai rien qui va être publié. Ça va casser mes 3 ans où j'ai publié non-stop, etc. C'est des, c'est des petites barrières que je me mets, hein, enfin, des petits objectifs que je me mets perso, mais j'ai toujours du contenu qui est prêt. Je suis prêt à réagir, etc. Le seul inconvénient de ça, je vais tout de suite aller sur les inconvénients, c'est que je fais très peu de posts qui sont en rapport avec l'actualité. Hmm. Ça pourrait être pertinent. Je pense que ça nous donnerait plus de visibilité, mais vu que je suis toujours en avance, j'essaye voilà, de respecter quand même ce que j'ai créé et de le publier quand je veux. Et en fait, je dédie des jours entiers à ça. Donc Ok. c'est fastidieux, c'est sûr, mais il y a des matinées où on va faire que tourner. Je vais mettre le téléphone, il est bien chargé, les micros sont bien chargés, etc. Je fais que tourner, je fais mes rushs. L'après-midi, je fais le montage. Le lendemain, voilà, je les planifie, etc. Parce qu'il y a des logiciels où on peut planifier. Je le fais de moins en moins, mais avant, je planifiais beaucoup. Voilà, tout est dédié. C'est pas juste, je fais une petite vidéo comme ça et je la publie, quoi. Ok. Ouais, c'est toi qui t'occupe encore du montage et Ouais, de publier. Oui. Ok. c'est ce que je te disais en off. Nous, on fait tout. On fait tout vraiment. On est les petites mains du truc. Actuellement, là, on est en train de commencer à déléguer parce que d'un point de vue financier, on peut commencer à se le permettre. Mais on a tout fait. Et en fait, un truc qui nous importe, nous, vraiment beaucoup avec Simon, c'est si on délègue, on veut, c'est critiquable hein, ce que je vais dire, mais savoir faire ce que va faire la personne. Dans le sens où si je te dis, bah vas-y, tu me montes 30 vidéos TikTok, et le gars, il me dit, bah, ok, ça va me prendre 75 heures, je sais très bien que c'est faux. Hmm. Parce que je l'ai fait moi-même et je sais que c'est plus rapide. Hmm, hmm. Donc, tu vois, ça me permet d'évaluer les compétences de chacun, etc. Et je pense que c'est important, comme dans tout. Je dis pas d'être bon, hein, je dis pas d'être bon en montage. Moi, je suis nul en montage, mais je me débrouille, je suis meilleur que la moyenne. Mais c'est pas ma zone d'excellence. Mais je pense qu'il faut savoir le faire, tu Ouais, vois, avant de je suis déléguer. C'est une d'accord. façon de penser, hein. Tout le monde n'est pas Ouais, ouais, d'accord avec moi, hein. Les gens qui sont à fond dans la délégation, etc., ils me diront que non, mais ouais, faut bien se voir les choses. moi je suis comme toi. Déjà j'aime avoir en fait
une vision à 360 de son business, je trouve que c'est déjà bien. Bien sûr. Après, comme tu le dis, c'est clair qu'on peut pas être bon dans tous les domaines et c'est normal. Par contre, bah voilà, quand tu dois déléguer ou quand tu dois créer ton process, si tu l'as jamais fait, bah, tu vas y aller un peu au pifomètre, alors que si tu l'as déjà fait, tu vas pouvoir justement donner un cadre et je trouve que c'est quand même important, quoi. Ah, mais c'est certain, pour moi, c'est la base, hein. Ouais. Donc Instagram, est-ce que vous avez d'autres sources d'acquisition du coup pour créer la communauté? À part, oui, Insta, TikTok. YouTube, un petit peu. Le podcast, YouTube. comment c'est venu le podcast? Alors, en fait, le podcast, moi, je suis un grand amateur de podcast. J'aime toujours. Bon, moi, à la base, je suis un amateur de musique, donc j'ai toujours quelque chose dans les oreilles. C'est super important pour moi. Et sachant que je passe toute la journée tout seul, quasi à bosser, au bout d'un moment, la musique, bon, ça va, j'ai fait le tour, je les connais, les chansons. J'aime bien apprendre des trucs en même temps que je fais autre chose. Donc, les podcasts, c'était un truc que je consomme depuis très longtemps. Et voilà, je me suis toujours dit, bon, moi, j'ai des réflexions perso qui sont intéressantes. J'ai pas mal de débats avec des gens, etc. Pourquoi pas en parler. Puis je me suis dit, c'était en décembre dernier, je me suis dit, bah vas-y, le 1er janvier, je lance un podcast et puis on voit ce que ça donne. J'essaie d'inviter des gens, j'essaie d'en faire tout seul, où je discute, etc. Au final, maintenant, ça s'oriente plus sur l'invitation de personnes et des interviews un peu introspectives. Mais ça s'est lancé tout naturellement. Au final, on fait pas mal d'écoutes, en vrai, hein. Ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est intéressant sur le podcast, c'est que c'est extrêmement fédérateur pour la communauté. Il y a beaucoup de gens voilà, qui sont déjà en train de suivre ce qu'on fait, qui consomment ce qu'on fait, etc. Et le podcast leur amène encore plus une plus-value. Voilà, ils sont super pris dans le truc, ils réfléchissent avec nous, ils nous envoient des messages. Ça les fédère encore plus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue business aussi. Ouais, moi je trouve que c'est un outil. Alors moi c'est aussi tout nouveau, hein, ça fait moins d'un an, euh, mais euh, mais je vois la portée en ne serait-ce que ça devrait faire le 40e épisode, enfin le 40e interview. Je vois la puissance de cet outil et moi je te rejoins aussi. J'étais consommateur de podcasts. C'était quelque chose qui était sur ma to-do depuis pas mal d'années et puis bah voilà, procrastination et là je me suis lancé et je vois vraiment Comme tout le monde, hein. la puissance de cet outil-là, quoi. Et en Ouais, plus, c'est clair. bah, surtout les interviews, c'est des contenus assez longs et je vois que les personnes bah, suivent le contenu, suivent tous les épisodes et tout. Donc forcément, ça permet de fédérer, comme tu dis, ton audience, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok. Et du coup, entre le passage où les gens vous trouvent sur les différents médias sociaux et les gens vous achètent soit du coaching ou vos programmes, ça se fait comment? Est-ce que vous faites des webinaires? Est-ce que vous faites des événements particuliers? Comment vous faites? Et non, ce qui est assez ouf avec nous, c'est pour ça qu'on a besoin de structure à partir de maintenant, c'est qu'en fait, tout est organique. Il n'y a vraiment pas il y a pas de conversion, il n'y a pas de call, de closing, etc. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment à des années-lumière de nous. C'est des termes que je connaissais même pas. Vraiment, nous, le marketing, c'est lunaire pour nous. Euh, les gens savent qu'on fait tellement de la qualité et qu'on prêche enfin, on fait ce qu'on prêche surtout, c'est très important pour nous, qui font confiance, je vais te dire aveuglément, mais ouais, c'est limite aveuglément en fait. Il n'y a pas besoin de convaincre les gens pour acheter, etc. Donc, il y a beaucoup de bouche à Ça oreille se fait maintenant de quoi? Ça plus se en fait plus. un DM sur Insta et puis Non, mais même pas, même pas. Moi, je suis sur Stripe et je vois des gens qui achètent des programmes et voilà quoi. mais le Mais coaching, ouais, si le bah, le coaching, coaching, pareil. pareil. Non, ils Ok. réservent direct. Ouais, ils réservent en ligne direct. En gros, je pense que il y a peut-être un quart des gens, allez, un tiers des gens qu'on a en suivi coaching perso qui nous envoient un message avant pour savoir si on peut répondre à leurs problématiques, etc. Mais c'est tellement bien expliqué sur le site, les problématiques auxquelles on peut répondre, que je te dis, bah, du coup, deux tiers, Ouais, donc c'est voilà, une page de vente ouais, c'est ça. traditionnelle qui fait Mais que. ouais, enfin, c'est une page de vente. Si tu mets un mec qui fait du copywriting à lire ça, il va m'insulter, hein. C'est pas vraiment une page de vente, hein. Oui, mais C'est un après, truc où on présente le service, quoi, mais sans page plus, de quoi. vente, il faut voir la conversion. Si ça fonctionne bien, c'est que voilà, Ça pourrait peut-être mieux fonctionner, ça pourrait sûrement mieux fonctionner d'ailleurs, mais encore une fois, tu vois, moi, je suis un vrai humain, j'aime pas trop utiliser les biais cognitifs des gens, etc. Je suis pas fan de toutes ces méthodes-là. Il n'y a jamais de réduction chez nous, etc. C'est vraiment des trucs qui me déplaisent. Alors, c'est un biais, encore une fois, que j'ai moi, hein, mais voilà, on n'utilise pas trop ces leviers-là.
et ça fonctionne quand même, donc tant mieux. Top. Et comme tu l'as dit, et on l'oublie souvent parce qu'aujourd'hui, on est plus axé, enfin, il y en a beaucoup qui sont axés sur le marketing, web marketing, le closing. Enfin, on en oublie, en fait, pour moi, l'élément essentiel, c'est ton offre et c'est ta qualité de service. Exactement. Comment vous faites, enfin, comme vous avez, même si je crois savoir la réponse, mais voilà, comment on fait pour créer une offre qui correspond à 100% à nos clients idéaux? Ben, on les connaît parce qu'en fait, ces clients idéaux, c'est nous, dans le sens où on est passé par ce qu'ils ont eu pour la plupart. Alors, évidemment, pas toutes les pathologies du monde, mais déjà, on a beaucoup d'expertise là-dessus. On a accompagné énormément de gens. Tu sais, il y a souvent sur les sites, j'ai accompagné X personnes à faire ce genre de trucs. En vrai, on ne peut même pas compter tellement on a eu de suivi là-dessus. Mais ça se construit avec l'expertise et surtout, c'est des choses qui nous sont arrivées. Donc, voilà, en fait, on est limite nos propres clients idéaux, quoi. Donc forcément, ça facilite la chose. Mais c'était aussi voulu, dans le sens où voilà, le client idéal, on le connaît, quoi. Ok. Il y a beaucoup de professionnels, de coachs qui ont des difficultés du coup à créer, à concevoir ce type d'offre, surtout quand on commence à aborder un petit peu. Alors, soit on fait du hybride, c'est-à-dire que soit on fait encore un peu de présentiel avec du online ou comme vous, du 100% online. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme piste de réflexion pour créer justement une offre qui correspond à leurs clients idéaux? Sortir de la norme, dans le sens où aujourd'hui, là, si je vais sur des profils de coach, je vais voir remise en forme, perte de poids, performance, machin. Il va y avoir toujours la même chose. Et au final, c'est pas clair. Performance, c'est quoi? Est-ce que moi, si je viens, je te dis, bah écoute, demain, je veux arracher 120 kilos. Est-ce que tu es capable de me faire ça? Mais est-ce que tu es aussi capable de faire du sport, une remise en forme à une nana qui vient d'accoucher et qui n'a jamais fait de sport avant et tu vas t'occuper? Oui, ouais, si tu fais un peu de tout, au final, tu fais un peu de rien, moi, je trouve. Du coup, je pense qu'il faut vraiment se spécialiser et être clair. C'est pas grave si la niche, elle est petite. Je le disais tout à l'heure, mais je le répète, hein, c'est vraiment important. Si ta niche, elle est petite, au moins, tu as une niche. Si tu Mhm. essayes d'avoir toutes les niches du monde, tu pourras pas gérer, c'est pas possible. Donc, il faut avoir un concept un peu, pas forcément novateur, parce que si c'est trop novateur et qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de demande en fait. Mais s'il y a de la concurrence, c'est pas grave. C'est à toi de sortir du lot avec ta personnalité, avec ton expertise et surtout la qualité de ce que tu produis. Et je pourrais te donner un exemple tout bête. Il y a un coach qui est venu à notre formation sur la réathlétisation il n'y a pas longtemps, là, qui lui, pendant le confinement, il a acheté un gros Sprinter Mercedes et il l'a équipé avec plein de matos à l'intérieur. Et il fait que des cours à domicile pour ses clients sur la région nantaise. Et il a tout le matos. Du coup, en fait, c'est comme si toi, tu avais une salle à domicile. Si tes clients, tu as une salle à domicile. Et il n'est pas beaucoup plus cher que les autres coachs en présentiel. Et ça cartonne parce qu'il a vraiment du matériel. Il n'arrive pas juste avec deux kettlebells et un petit élastique. Et du coup, le client est super content d'avoir accès à du matos de fou. Et voilà, c'était un investissement de base. Mais au final, c'est sûr que son truc, ça va super bien marcher. Et ça marche déjà super bien. Donc, il faut avoir des idées. Il faut essayer d'être novateur sans être trop extrême et tu trouveras ta niche, quoi. Mais encore une fois, il faut que la passion elle soit là dès le départ. Si tu t'occupes de petite mamie à remettre en forme, mais que tu n'es pas passionné par ça, que toi, ce que tu kiffes, c'est faire du powerlifting, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mhm. Et en termes de suivi dans vos coachings, on va dire individuels, c'est mensualisé ou c'est des programmes Ouais, sur X mois ou ça dépend de la non, non. problématique de la réutilisation? Bah, en fait, quand on fait la visio avec la personne, on va essayer de lui annoncer des délais, mais on dit toujours qu'on n'a pas de boule de cristal parce que c'est des choses avec lesquelles on a notre expertise qui nous dit que la plupart du temps, hein, ça va durer 3 mois. Mais des fois, il va falloir moins, des fois, il va falloir plus. Mhm. Donc, on est un peu à l'aveugle. Actuellement, là, peut-être qu'on va faire un service où on paye pour une durée déterminée, mais actuellement, on fonctionne au mois et 10 jours avant la fin du mois, on discute avec la personne, on continue pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, il n'y a pas d'abonnement, tu payes au mois de suivi et puis voilà, quoi. Ok. Euh, Dans un business, il y a le fait d'avoir son premier, enfin, première fois le client. Après, la deuxième, on va dire le deuxième gros levier, c'est la phase de rétention. Comment vous faites? Parce Mhm. que du coup, vous mettez. Nous, on veut pas de rétention, nous. Ouais. Ok. Nous, on veut pas de rétention parce que s'il y a de la rétention, ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème.
Mais c'est Ouais. clair, du coup, c'est un business qui est un petit peu différent des autres, dans le sens où c'est pas un suivi à très long terme. Mhm. Il y a certains clients, on va avoir traité leurs problèmes, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui a mal à l'épaule, plus de douleur à l'épaule, plus rien, et il nous dit, OK, mais là, j'aimerais plus partir sur vraiment de la prépa physique, je veux préparer je sais pas, je dis n'importe quoi, un Alpha Ironman, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Si on a les compétences pour, on va dire oui, si on n'a pas les compétences, on va dire non, je te conseille plutôt d'aller vers cette personne qui va être plus spécialisée, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client il soit toujours satisfait à 1 million %, et que, Oui, vous voulez être il numéro soit un content de ce qu'on fait. sur votre niche, quoi. Exactement. Bah, on est numéro un sur notre niche et voilà, je sais vu qu'on est en avance, on aura la chance de le rester un petit paquet de temps, mais j'aimerais bien que les kinés viennent nous challenger un petit peu. Excellent. Excellent. Et du coup, où est-ce que vous voulez aller justement avec Training Therapy? C'est quoi votre objectif sur le moyen long terme? Alors, sur le moyen et long terme, notre objectif, c'est clair, c'est de révolutionner la kinésithérapie et sa pratique et faire part vraiment, de redonner des lettres de noblesse à cette profession qui est juste incroyable. Vraiment, c'est une profession qui est extrêmement intéressante, qui peut sauver beaucoup de choses dans la santé, dans l'économie mondiale. Je pèse mes mots quand je dis ça, je suis très sérieux avec ça. Et redonner vraiment voilà, ces lettres de noblesse à cette profession qui mérite bien mieux que ce qu'on lui offre aujourd'hui en termes de rémunération et surtout comment dire, voilà, le regard qu'ont les gens envers la kinésithérapie, il est un peu en baisse, quoi, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui font de la merde, on va pas se mentir. Du coup, voilà, c'est pas très valorisé, c'est de moins en moins valorisé comme métier. Et le tarif va avec, hein. Aujourd'hui, c'est 16,13 € une séance de kiné. C'est ridicule, mais pour certains professionnels, ça les vaut. Et d'ailleurs, pour certains professionnels, c'est même trop cher parce qu'ils sont tellement nuls qu'ils mériteraient d'être payés moins cher. Mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas d'obligation de moyens, pas forcément d'obligation de résultat, parce que l'obligation de résultat, c'est très compliqué, Mm. et bah, ça tire la profession vers le bas. Donc, nous, on veut que Training Therapy, c'est pas moi, hein, c'est juste un nom, hein. Training Therapy, ce soit la nouvelle kinésithérapie et que ce soit voilà, le, le gold standard de la kiné de qualité, quoi. Excellent. Il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la sphère formation? Qu'est-ce que vous proposez du coup pour les pros? Alors, on propose beaucoup de formations pour les kinés de base. Donc, on a actuellement, là, à l'heure où on se parle, on est en novembre 2022. On a 2 grosses formations qui cartonnent, qui sont une formation sur le renfort pour que les kinés maîtrisent vraiment le renforcement musculaire et toutes ses modalités, parce que c'est ce qu'ils font le plus avec leurs patients, sachant que c'est ça qui fonctionne le mieux pour la plupart des troubles musculo-squelettiques. On a une grosse formation sur le renfort qui est en présentiel et digitalisée depuis la semaine dernière, donc très intéressant. On a une grosse formation que je donne moi sur l'épaule et sur toutes les pathologies d'épaule, qui fonctionne très très bien aussi. Je suis en train de la digitaliser, donc ça devrait sortir courant novembre ou fin décembre. Et après, on a des formations annexes. On a une formation sur la planification de la rééducation, qui est la suite de la formation sur le renfort. On a le niveau 2 de l'épaule, où on va un petit peu plus loin en termes de prise en charge, avec vraiment des concepts un peu plus poussés, où il faut déjà maîtriser pas mal de choses. Une formation sur le genou qui arrive en 2023, une sur la cheville. Une avec Sean de Upside Strength, je ne sais pas si ça te parle, Oui, je l'ai qui interviewé est aussi. complète. Ok, qui est déjà complète. On l'a ouvert il y a 4 jours. Ça s'est rempli en moins de 2. On n'en fera qu'une cette année, qui va être sur le déconditionnement cardiovasculaire et respiratoire chez l'athlète, donc très intéressant pour les kinés. Et à côté de ça, pour les coachs, on a une formation qui est sur la mobilité, qui est une formation en ligne, qui est vraiment une pépite. Franchement, je pèse mes mots. Vous la faites, vous avez tout compris sur la mobilité et vous débloquez des situations incroyables avec vos clients. Donc, c'est une formation qui est assez rapide. Il y en a pour à peu près 6 heures de e-learning. C'est un accès qui est illimité, etc. Vous avez plein de vidéos, de la théorie, de la pratique, évidemment. C'est quelque chose qui est vraiment un game changer pour tous les gens qui l'ont fait. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un tour sur notre site et vous verrez ce qu'il en est. C'est une formation qui est vraiment cool. On a beaucoup réfléchi pour la faire, parce qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est à la mode, donc tout le monde en parle un petit peu n'importe comment. Nous, on a vraiment creusé le sujet pour vous donner des clés vraiment utilisables sur le terrain. Donc, voilà en gros ce qu'on propose. Il y a pas mal d'autres trucs, je ne peux pas tout énumérer, mais voilà ce qu'on fait, quoi. Excellent, excellent. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées d'un point de vue, on va dire, business, vous? Hein, parce que quand on commence à grossir, forcément, il y a des problématiques qu'on n'avait pas forcément pensées ou soulevées. Quelles sont aujourd'hui les problématiques de votre entreprise? Les challenges? Alors, Problèmes, ouais, les challenges c'est pas actuellement, forcément là, des problèmes, mais les challenges plutôt.
Ouais, délégué. Délégué, actuellement, c'est un gros challenge parce qu'on a une charge de travail qui est. Moi, je pourrais bosser de minuit à 23h59, hein. J'ai toujours des trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Est-ce que Délégué, votre automatisé. objectif, c'est Ouais. d'avoir la plus grosse équipe possible, du coup? Parce que pour scaler un business, surtout enfin, ce type de business-là, est-ce que c'est le fait de vouloir déléguer d'autres, En termes de coach, tu parles? ouais, ouais, en termes de personnel? Alors, oui et non, parce que pour moi, ce qui prime, c'est vraiment l'expertise des gens qui nous rejoignent. J'ai plein de demandes, hein. Il y a plein de cliniques qui me disent, ouais, est-ce que vous avez besoin, machin. Si je te connais pas et que je sais pas de quoi tu es capable, ce sera potentiellement non. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment de l'expertise, des gens qui suivent nos valeurs et où voilà, je peux leur donner ma mère à suivre en suivi, quoi, où j'ai Hmm. aucun scrupule, quoi. Vraiment, Ok. je sais que voilà, la personne, elle va faire du taf de qualité. Donc, c'est pas forcément d'avoir un nombre incalculable de coachs, mais déléguer toutes les tâches qui sont chiantes, traiter les mails, traiter les bugs de paiement, traiter les bugs pour les gens qui se sont inscrits, réserver les salles pour les formations, des trucs voilà, qui sont pas passionnants, qu'on a fait et qu'on sait faire, mais au bout d'un moment, ça nous prend une énergie mentale qui est présente et qui nous empêche d'exprimer notre créativité, notre génie à côté. Donc voilà, notre business actuel, c'est ça. Et scaler pour juste scaler et faire plus de chiffres, moi, je suis pas un. Je, je vais dire une phrase qui est bête, tu vois. J'aime l'argent, on a tous besoin d'argent, mais voilà, les chiffres aujourd'hui, ils sont excellents. Vraiment, c'est incroyable, on est hyper content, mais je veux pas non plus scaler pour scaler et faire des dizaines de millions d'euros, ça m'intéresse pas forcément. Et je sais très bien, en fait, que ma vie va pas changer, tu vois. Ça peut être dur à entendre, hein, pour des gens qui n'ont pas forcément d'argent, hein. Je suis désolé, hein, si c'est le cas, mais c'est pas en ayant plus d'oseille que votre vie elle change radicalement, vraiment. Ouais, on en a déjà discuté avec certains dans les interviews où j'avais partagé un petit peu ça, où moi j'étais rentré un petit peu il y a quelques années dans le cursus, rentré dans le mastermind et j'ai rencontré des gens où leur ambition c'était tu vois, et puis je me Hmm. suis rendu compte que je me suis un petit peu éloigné de moi, de qui j'étais, de ce que je voulais, parce que bah, du coup, des fois tu es dans des environnements où bah, il y a des mecs et c'est en fait c'est bien et pas bien en fait. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui aux coachs ou aux patrons que je suis, c'est que tout dépend en fait là où tu veux emmener ton business, tu vois. C'est pas une course, Bien c'est pas une sûr, course à bien sûr. l'argent, c'est pas une course au chiffre, Hmm. c'est trouver justement le juste milieu qui va te permettre. Bien sûr, l'argent c'est important pour construire des choses, mais c'est pas en fait le nerf de la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut bien Ben, réfléchir, toi, ton carrément. pourquoi et pourquoi tu fais les choses et où est-ce que tu veux aller, quoi. Et ben, tu vois, si je te donnais mon exemple pour recouper avec ce qu'on a vu avant, moi, mon pourquoi, ce serait vraiment voilà, aider cette profession qui mérite bien plus et aider les gens, en fait, à aller mieux. Et ça satisferait chez moi mon besoin de peut-être de reconnaissance, en fait. Qu'on reconnaisse que voilà, ce qu'on a créé, c'est juste monstrueux. Et c'est plus la reconnaissance psychique, tu vois, Et vous avez que essayé financière. d'aller voir, je sais pas, ceux qui chapeautent la kinésithérapie, c'est trop compliqué. Enfin, Non, non, moi je veux pas ça parce que c'est des gens, je sais de base qu'ils sont fermés. ouais. C'est des instances en fait. Tu peux pas te battre. Tu peux pas te battre. Moi, je suis un petit pirate. Tu vois, je fais mon truc de mon côté. Je fais de mal à personne. On fait avancer les choses à notre manière, mais les grosses instances, Oui, oui, je me doute que ça oui. sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je peux même pas tester parce que ça n'a pas d'intérêt. Après, moi, je suis un passionné d'évolution, tu vois, de la société, etc. Donc, au final, on rentre plus dans des débats politiques. Et ça peut potentiellement m'intéresser aussi, hein. Tu vois, on est touche à tout, hein. Donc, je voulais dire un truc juste avant. Ouais. En fait, les chiffres financiers, je dis n'importe quoi, tu vois. Cette année, nous, on aimerait bien faire 1 million. OK, bon. C'est dans nos têtes, on se dit, ouais, on va faire 1 million de chiffres. OK, super, c'est cool. C'est comme une barre en muscu, en fait. Tu te dis, je veux faire 200 kilos soulevé de terre. Tu te casses la tête pendant des mois et des mois et des mois. Ta prog, voilà, tu rates une barre, t'es fou, t'es énervé. Putain, j'ai toujours pas fait mes 200. Et le jour où tu fais tes 200, tu fais tes 200. Et après, regarde ta barre, tu te dis, OK, ben, qu'est-ce qui a changé en fait? Mhm. Rien. Il n'y a rien qui a changé. Et tu regardes le chemin, tu te dis, je suis content. J'ai bien travaillé pour en arriver là. Maintenant, je vais faire 250.
En fait, ça s'arrête jamais. L'esprit humain, il est comme ça. Tu n'es jamais Oui, satisfait, mais c'est en pas fait, possible. c'est pas la Euh, destination qui est importante. C'est comme tu dis, c'est le chemin qui est important, ouais. c'est le chemin qui est Exactement. important. C'est Mais il là faut où. vraiment comparer les deux. Pour moi, c'est la même chose. En fait, le Mhm. travail, c'est comme du sport, ou le sport, c'est comme du travail. C'est toujours step by step, et tu as des objectifs. C'est important d'avoir des objectifs. Mais voilà, une fois que tu les auras atteints, et tu le sais, hein, c'est comme tout dans la vie, c'est fait. Et tu regardes derrière, ouais, ok, bon, voilà, c'est fait, quoi. C'est quoi ta routine, la routine de Thomas, une routine hebdomadaire? Je me lève le matin, je fais 800 pompes claquées, évidemment dans la neige. Non, je rigole. Non, j'essaye de me lever à des heures régulières, on va dire voilà, vers 7 heures, entre 7 heures et 8 heures, ça dépend, j'essaye de dormir au moins 8 heures. C'est important pour moi, parce que ça, voilà, sur la récupération et la capacité à m'entraîner, ça m'aide quand même vachement. Je bosse quasi direct. À 9 heures, c'est sûr que je suis en train de travailler. Ouais. Jusqu'à midi non-stop, même si j'ai pas de. Je regarde pas le temps, mais voilà, ça va être à peu près mes horaires. Midi, je vais m'entraîner une première fois. Donc là, vous Ensuite, avez je un mange. bureau avec un centre d'entraînement ou comment? Parce que Non, là, c'est non? tout est chez nous. Ouais, tout est chez nous. Ok. Moi, j'ai mon gym chez moi. Simon habite à 4 kilomètres de chez moi, donc on s'entraîne ensemble chez moi. Ok. Donc voilà, je m'entraîne, je mange, je retravaille je vais dire n'importe quoi, 14 heures à 18 heures. Je me réentraîne, je retravaille un tout petit peu. Et puis après, voilà, ça s'arrête Et, jamais. et À partir de maintenant, la ouais, part entre l'opérationnel et la partie business, réflexion stratégique, c'est quoi? c'est en fait, tu vois, je te disais qu'on manque un peu de structure, c'est ça notre défaut. C'est un peu mélangé. Tu vois, je peux faire 1 heure d'opérationnel, 1 heure de réflexion. Aujourd'hui, voilà, on sait à peu près quels sont nos points forts, nos points faibles. Moi, je suis très créatif. Vraiment, j'ai beaucoup d'idées qui fonctionnent la plupart du temps bien. Du coup, maintenant, on essaie de mettre le point là-dessus. J'essaie de me laisser plus de temps pour la créativité plutôt que pour gérer des trucs qui pourraient être clairement délégués. Donc voilà, actuellement, c'est difficile de dire parce que c'est en plein remaniement, mais on va essayer voilà, de passer plus de temps à faire des choses où on peut exprimer notre génie, on va dire, plutôt que le reste. Mais voilà, à partir de maintenant, là, à partir de cette semaine, la semaine du 7 novembre, on s'oblige à faire une journée où on ne travaille pas du tout. Ok. Enfin, du tout. On s'est dit 45 minutes de messages, etc. Mais pas plus. Le reste du temps, on ne travaille pas. C'est très, très, très compliqué pour moi. J'appréhende. Ça va être samedi. Là, je vais transpirer, je crois. C'est samedi? Ok. Ok. Ouais. Et, On va pallier ça par une grosse sortie à vélo de 3 heures. Ça aura déjà bien, bien réduit la journée. et c'est quoi ton échec préféré? Oh, mon échec préféré? C'est difficile comme question, ça. Qu'est-ce que tu entends par ça? Un échec ou un challenge où ça t'a permis en fait tout simplement de grandir, quoi. Qui n'était pas forcément sur le coup cool, mais qui t'a fait, Ok, ok. Ouais, voilà, qui ouais, t'a ouais. fait. Bah, je vais te donner une anecdote dont j'ai jamais parlé en podcast. Il n'y a que mes potes qui savent. Euh, pour tout te dire, quand j'étais en dernière année de kiné, on a un gros mémoire à faire en dernière année de kiné qui est une mini-étude scientifique, en gros. Pour faire simple, tu prends un groupe de personnes, tu leur fais faire un protocole, etc. Tu compares un groupe contrôle ou autre. Bref, pour résumer, une mini-étude scientifique. J'avais eu la chance de faire un stage dans un laboratoire de recherche. Donc, le terrain était méga propice à faire une étude vraiment de qualité. Et bah, du coup, j'avais passé 3 mois à faire ça, alors que mes potes de promo, eux, ils étaient en stage normal, donc ils avaient des patients, etc. Moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, j'avais pris vachement d'avance sur mon mémoire. Et j'avais eu la chance d'être super bien accompagné sur ce mémoire-là. Et il était archi carré, quoi. C'était vraiment top. Il voulait le publier dans une revue scientifique, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de cool. Et les choses se sont passées. Donc, j'ai pris pas mal d'assurance là-dessus. Et le jour de la soutenance, ça m'apprendra, hein, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. J'étais vraiment en détente, quoi. En détente, le truc, je le connaissais, je l'avais rodé, j'avais fait que ça pendant pas mal de temps. Et en fait, bon, là, tu me vois, je suis quelqu'un, sans me lancer des fleurs ou sans m'auto-analyser, tu vois, mais je suis quelqu'un qui laisse pas indifférent dans une pièce, dans le sens où je suis tatoué, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai une voix grave, j'ai une façon de parler qui est. Et voilà, hein, moi, je viens de la banlieue, donc j'ai une façon de parler qui est telle qu'elle est. Euh, et la nana qui m'examinait, enfin, une des nanas qui m'examinait, m'a absolument pas kiffé, vraiment, elle m'a pas kiffé du tout.
Et elle m'a mis une note éliminatoire, elle m'a mis 4 sur 20. Alors, pour mettre 4 sur 20 à quelqu'un, il faut vraiment y aller, quoi. Parce que ça veut dire que ton travail, il est vraiment pourri. Et du coup, j'ai pas eu mon diplôme de kiné à cause de ça. Alors que bon, le travail était de qualité, etc. Ça m'a mis une claque dans la gueule, mais genre juste monstrueuse. Mais tant mieux que ce soit arrivé. Parce que c'était extrêmement injuste, premièrement, ou pas. Parce que, tu vois, si j'y pense maintenant, je me dis que peut-être j'aurais pu avoir une attitude un peu meilleure. En gros, la nana, elle a dit que j'avais gardé mes boucles d'oreilles, etc. Enfin, tu vois, des critiques qui n'ont pas lieu d'être. Mais j'aurais pu réfléchir en amont et me Oui. dire, OK, essaye de faire profil bas, essaye de pas trop faire le mec, etc. Bref, c'est le jeu. Et du coup, j'ai représenté exactement la même chose 3 mois plus tard, au rattrapage. J'ai eu 18 avec exactement le même truc, tu vois. Donc, ça montrait bien que voilà, c'était juste un problème personnel. Mais ça m'a appris pas mal de choses sur le fait qu'il faut s'adapter à l'être humain que tu as en face de toi. Il faut jamais être trop sûr de soi. Et qu'en en fait, il y a beaucoup d'injustices dans ce monde et qu'il faut se battre contre l'injustice, ce genre d'injustice-là. Alors, c'est pas grave, hein, c'est rien, ça m'a fait perdre 3 mois. Moi, j'étais un peu deg parce que mes potes, ils travaillaient, etc. Et moi, je pouvais pas travailler parce que j'ai pas mon diplôme. Mais voilà, c'est un revers qui m'a changé la façon dont je vois les choses. Aujourd'hui, tu vois, moi, j'appelle ça, enfin, les Anglais, ils disent ruthless, impitoyable. Je crois que c'est ça. Mhm. J'essaye d'être vraiment impitoyable sur ce genre de choses. Et voilà, quand il y a quelque chose qui doit être validé, je mets toutes les choses de mon côté pour que ce soit validé. Et je veux avoir zéro regret, zéro truc à me reprocher. Et c'était un échec qui m'a servi au final, qui était sûrement pas mérité, hein. En soi, on va pas se mentir. Si ça arrivait à mon fils aujourd'hui, je serais très, 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 très en rogne. Mais voilà, c'est le jeu et c'est un échec que je peux partager à tout le monde maintenant, même si j'en ai jamais parlé. C'est un truc qui m'a bien retourné le cerveau, on va dire. Mais c'était peut-être nécessaire. Et comment tu fais, toi, Thomas, pour continuer à progresser tous les jours? Je m'inspire des gens, j'écoute les gens, j'essaye d'apprendre des gens avec qui je suis pas d'accord. Parce que si tout le monde va dans mon sens, bah, ça va juste me conforter dans le sens que ce que je pense c'est génial et que je suis le meilleur de la Terre, alors que loin de là, c'est tout l'inverse. Du coup, j'essaye d'apprendre des points de vue différents, des gens qui maîtrisent leur sujet, etc., pour connaître pas mal de choses. Ça peut aller dans des domaines hyper différents. Tu vois, avec Simon, on a refait la salle de sport chez moi pour qu'elle soit un peu plus bankable sur Instagram, qu'elle soit un petit peu plus stylée et puis que ce soit plus cool aussi pour nous de s'entraîner. On a appris à faire du placo, on a appris à faire des bandes, on a appris à faire plein de trucs, tu vois. Et voilà, on apprend tous les jours. C'est pas professionnel, mais voilà, on essaye de devenir de meilleurs humains, quoi. Comment tu Et le vois, toi, podcast me sert aussi à ça, tu vois, d'échanger avec les gens. Ça me permet justement de m'imprégner de leur façon de faire, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont cool là-dedans. comment tu vois la vision, toi, du coaching physique, coaching online, de ce que vous faites aujourd'hui? Ça va dans quel sens pour toi, tout ça? Le métier de l'accompagnement, du coaching. C'est-à-dire, Est-ce que tu, j'essaie de bien comprendre ta ouais. question. Est-ce que est-ce que pour toi déjà il y a encore de la place et de deux, Bien sûr, bien sûr. comment va évoluer le métier de coach, d'accompagnement ou la création de programmes et tout? Comment tu vois les choses, toi? Bah, je pense qu'il va se digitaliser à fond les ballons et que le présentiel va être extrêmement cher maintenant. Tant mieux. Bon, tant mieux pour ceux qui continuent à être en présentiel parce que voilà, c'est cool, mais ça va voilà, se focaliser sur des classes de population qui peuvent se permettre de le payer. Donc le digital va être de plus en plus important et il faudra s'y mettre à un moment. Donc il faudra maîtriser tous les outils digitaux. Et aujourd'hui, franchement, on peut faire des super trucs à distance. Donc mon regard, il est. Voilà mon regard là-dessus. Et par rapport à cette expertise que vous avez justement par rapport au digital, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans le digital, quels sont les points importants pour toi, les grosses erreurs que tu as pu faire ou que tu peux voir et quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça? Je reviens encore sur ce qu'on a dit tout à l'heure, être passionné par ton client. Vraiment, hein, être passionné par ton client. Avoir un client cible. Avoir une bonne vitrine sur laquelle tu te dédies. Et il ne faut pas essayer d'être partout en même temps, c'est très compliqué. Il faut plutôt se dédier à un canal d'acquisition euh, en question. Ne pas vouloir tout de suite faire de la pub, etc., mettre de l'argent sur la pub. En vrai, ça ne marche pas. Franchement, c'est de la poudre aux yeux. C'est qu'à partir du moment où tu as une rémunération qui est
correct, que tu peux te permettre de faire de la pub. J'ai toujours avoir des contre-exemples. Ça se trouve, tu vas me dire que si toi, tu as fait de la pub, ça a marché. Franchement, je trouve que pour la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Il faut être organique et il faut être vrai dans ce que tu dis, dans ce que tu penses. Il ne faut pas jouer un personnage, il ne faut pas jouer un rôle. Il faut être la même personne en vrai que sur les réseaux. Et la sauce, elle va prendre. Franchement, la sauce, elle va prendre. En termes d'outils aujourd'hui, vous utilisez quoi? Les outils les plus chez vous, c'est quoi? Canva pour les posts, beaucoup Canva pour la création de contenu sur Instagram, ça fonctionne très très bien. CapCut pour les montages, ça fonctionne très bien, c'est super efficace. Et voilà, hein, pas grand chose d'autre de primordial. Pour le suivi des clients, on utilise une appli qui s'appelle TrueCoach. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message sur Insta, on vous filera une petite réduction d'ailleurs, parce qu'on bosse avec eux. Ça fonctionne bien. C'est un peu onéreux, mais franchement, c'est carré. Tu peux entrer toutes les vidéos dedans et tout. Ton suivi, il est vraiment top. Il y a plein d'autres trucs qui se développent, je ne les connais pas forcément. Mais voilà, en gros, nos 3 outils principaux. Ok. Ouais, tout est centralisé sur cet outil-là, la connexion avec, Pour le suivi perso, avec vos membres et tout. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des livres ou des ressources, des podcasts qui toi, te stimulent intellectuellement? Tu pourrais nous partager? Des livres, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Chasing Excellence, je crois que ça s'appelle comme ça, de Ben Bergeron. Ouais. Très intéressant, pas que pour les crossfitters, hein, pour tout le reste. Le guerrier pacifique, très intéressant d'un point de vue réflexion sur soi-même. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais le guerrier pacifique, vraiment très intéressant d'un point de vue introspection. Important aussi tout ça de se connaître soi-même pour connaître son business, c'est vraiment très important. Et un 3e livre, qu'est-ce que je pourrais te donner? La biographie de Georges Saint-Pierre. Allez, Ok. pour les amateurs Super, je de connais pas. Castagne, très intéressant. Franchement, très intéressant, très intéressant. On se rend compte que avec Khabib, c'est le meilleur combattant de tous les temps. Et le gars est en fait très peureux de base. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce genre de choses de ce point de vue-là. Donc, vraiment cool. Et en termes de podcast, moi, j'aime toujours les réflexions de Rudy sur Leadercast. Donc, Rudy Koya sur Leadercast, toujours intéressant. Un petit peu extrême de temps en temps, mais il fait exprès, c'est ça qui amène au débat, donc c'est cool. En termes de business, Aline Bartoli fait des trucs sympas sur The Boost. Ça peut bien vous aider. Donc, voilà ce que je donnerais comme conseil de podcast, quoi. Et le nôtre, si vous aimez bien les interviews longues, mais voilà, c'est pas, d'un point de vue business, c'est pas forcément hyper stimulant, quoi. Ok, super. En tout cas, merci de l'échange. C'était vraiment cool, vraiment très intéressant. Merci à toi. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager? Un message? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, vous pouvez nous suivre sur training.therapy sur Instagram, sur Training Therapy sur YouTube, Facebook, Training Therapy partout. C'est le nom de la société, c'est officiel, on est partout. Et non, un dernier message, notez le podcast d'Andy, c'est super important. Mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer et tout. Comme ça va lui donner de la visibilité et il pourra ramener encore plus de monde pour vous produire du contenu. Donc, encore une fois, merci à toi de m'avoir invité. Et je l'ai dit dans pas mal de podcasts, mais je réponds toujours positivement si la demande elle est sympathique. Il y a des gens, tu sais, sur les réseaux, ils te parlent, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de respect dans le message. Du coup, là, je dis non. Mais quand c'est demandé gentiment comme toi, il n'y a aucun problème. J'ai fait un podcast avec des petits jeunes il n'y a pas longtemps. Là, je crois qu'ils ne l'ont pas sorti encore. Les mecs qui ne doivent même pas avoir 500 abonnés, mais je m'en fous en fait. Parce que j'ai été dans leur cas un moment et quand j'ai tendu la main à quelqu'un, j'aurais bien aimé qu'ils me prennent la main. Il y en a qui ne m'ont pas pris la main et qui aujourd'hui veulent m'inviter. Tant pis pour eux. Mais voilà, c'est un peu le jeu. Donc voilà, merci encore une fois pour l'invitation. C'est toujours cool d'échanger là-dessus. On pourrait en parler pendant des heures, hein. C'est vite résumé en 1 heure, mais il y a pas mal de choses à dire. Et puis voilà quoi. Eh ben top, excellent. Au plaisir en tout cas de pouvoir se voir en vrai, parce que bon, la visio c'est Carrément. sympa, mais T'es où toi? Moi je suis sur Dijon. Ok, Dijon. Bon, on est un peu loin, mais on ne sait jamais, on peut se croiser. Ouais, pas de souci. Et ben en tout cas, merci tout le monde, merci Thomas, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Allez, salut. Salut tout le monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com.
www.coachpartif.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.